Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo sur Tech & Co. Eh bien, cette semaine, j'ai un plateau de champions et on va parler de sujets de champions, forcément. Hein, Nanix? Non, t'es pas d'accord? Je laisse le suspense. Voilà. J'en dis pas plus. Donc voilà, donc sur la droite du cours, pour moi, Nanix, journaliste, streamer, homme de la nuit, homme de tous les sports aussi. Oui, homme de la nuit, trop homme de la nuit d'ailleurs. J'aimerais bien redevenir un homme de la journée. Mais non, je lève le soir, très tard, jusqu'à oui. très tard. C'est pour ça que je dis ça. Hein, Voilà, tout à fait. sur ta petite chaîne. Exactement. Tranquillou. Et face à toi, un autre champion qui vient de rentrer sur le cours. Maxime Chao, comment ça va? Ça va bien, merci pour l'invitation, Melinda. Toujours un plaisir d'être là. Et puis surtout, il y a Alix Dulac qui est là. Hein, voilà, c'est mon match sommet, ma finale du Grand Chelem. Exactement. Aujourd'hui, entre, bien évidemment, deux personnes qui se sont essayées à Top Spin. C'est pour ça que je dis ça. Et c'est une de nos actus à chaud de la semaine. Avant que ces messieurs se balancent des coups droits à gogo, on va s'échauffer sur une autre actu de la semaine, Sea of Thieves, qui est arrivé sur PS5 6 ans après être sorti en exclusivité sur Xbox et sur PC. La grosse commu et les bateaux arrivent donc chez la concurrence. Maxime, c'est une surprise? Oui, ça a été une surprise, effectivement, même s'il y a eu pas mal de fuites ces derniers mois qui faisaient qu'on savait que Microsoft allait effectivement ouvrir son catalogue à d'autres plateformes. C'est un peu la nouvelle philosophie effectivement de Microsoft, d'étendre un petit peu leurs jeux exclusifs. Maintenant, est-ce qu'ils vont continuer à en faire? Ça, c'est sûr. On voit que Hellblade, là, qui arrive dans un mois, sera aussi une exclusivité Xbox et PC. Après, comme tu l'as dit, le jeu arrive 6 ans après sur PlayStation, donc ils ont eu le temps, effectivement, de le faire profiter à leur communauté. Et non, moi c'est une bonne chose. Alors moi j'y ai pas joué, les retours sont toujours très positifs. C'est un jeu qui s'est vraiment bonifié avec le temps et surtout c'est le jeu que Ubisoft aurait voulu avoir avec Skull and Bones. Je pense que oui, un petit peu quand même. Et ils ont pas réussi. Ils ont pas réussi malheureusement. Le problème c'est que c'est le jeu qui est ressorti en référence quand Skull and Bones est sorti. C'est-à-dire que les joueurs, que ce soit les streamers sur Twitch ou les joueurs vraiment fans de mer et qui attendaient Skull and Bones avec impatience, au bout de quelques heures, on dit mais c'est pas le jeu qu'on m'a promis, c'est pas le jeu que Microsoft a proposé depuis des années, je fais rien à terre, j'ai rien quoi en fait, donc c'est pas la bonne expérience, donc ouais c'est une référence. Et en fait c'est bien joué de la part d'Xbox parce que si je dis pas de bêtises, il y a 4 jeux qui sont censés arriver sur le catalogue du coup PlayStation, et leur communication c'est de dire que ça a valeur de test. Mais en fait il faut prendre en compte que Sea of Thieves c'est pas forcément un gros jeu, mais par contre en termes de communauté c'est énorme. C'est énorme. Donc c'est très bien joué de leur part en fait. Là où c'est aussi très bien joué, c'est que c'est le même jeu, vraiment le même jeu. Vous pourrez même, si vous avez commencé votre partie sur PC et Xbox, vous pourrez tout transposer sur PS5, ça c'est quand même pas mal. Vous pourrez jouer avec des gens d'autres plateformes. C'est un peu obligatoire ça maintenant, j'ai envie de dire. Oui, mais bon, ils auraient pu se dire chacun son boxon. Mais le seul truc que j'ai trouvé drôle, c'est qu'ils vous font un compte Microsoft pour pouvoir jouer sur PS5. Ouais, et ça, j'avoue que ça m'a fait rire. Non, moi je trouve ça bien d'avoir des jeux qui se croisent. Mais ça veut dire que c'est aussi une exclusivité que se perd Microsoft. Oui, c'est pas non plus. Tu l'as dit toi-même, c'est un jeu avec une grosse communauté. Oui, mais en fait, c'est pas dans le sens littéral du terme. On parle pas d'un triple A pour Sea of Thieves. Ouais, je sais pas. Ça y ressemble pas. Ça y ressemble pas, mais ça l'est. C'est quand même un jeu signé Rare, qui n'est pas un studio qui est de la dernière pluie. Microsoft Studio quand même au lancement du jeu. Bien sûr, ça c'est drôle. Non, mais après non, c'est important parce que de toutes les façons, alors, on sait que le nerf de la guerre, en tout cas sur le marché des consoles, c'est l'exclusivité. Oui. Maintenant, attention, Microsoft a changé son fusil d'épaule. Enfin, il l'a changé. Ça a toujours été le cas, mais là vraiment, il le fait vraiment savoir que c'est comment dire, c'est le Game Pass en fait qui voilà, c'est ça, exactement. Et l'idée, c'est de faire valoir ce service qui sera disponible sur toutes les plateformes sur le long terme, parce qu'on le sait, hein, maintenant, je ne sais pas combien de temps vont durer l'ère des consoles physiques. Ouais. Je pense qu'il y en aura toujours un petit peu, mais ça va un petit peu se dégrader. Tant qu'il n'y aura pas une grosse connexion partout pour tout le monde. Je vous rappelle que c'est souvent la plupart des gros jeux sont Day One sur le Game Pass. Voilà. Donc un joueur PlayStation qui voit un jeu Microsoft arriver dans son catalogue et qui regarde les conférences qui vont arriver dans quelques semaines va se dire
Ah ouais, quand même, ce jeu-là, il est Day One sur le Game Pass. Peut-être le coup de franchir le pas. Quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, d'aller à la concurrence, donc sur la Switch et sur la PS5 avec des jeux, alors c'est Grounded, il y avait Sea of Thieves, je ne sais, Hi-Fi Rush. Il y en a Hi-Fi Rush, absolument. Et il y en a un quatrième, je crois qu'il y en a un quatrième. Pentiment. Non, c'était quoi? Oui, c'est ça, Pentiment. Absolument. Je trouve que, alors c'est des choses complètement différentes, mais je trouve que c'est pas mal parce que, imaginons, d'ici 6 mois, une fois que ça aura bien pris sur PS5, Xbox nous annonce un Sea of Thieves 2. Ouais. Ben alors là, celui-ci, à mon avis, il n'arrivera pas tout de suite sur PS5. Non. Tous ceux qui ont adoré le jeu, c'est vrai que tu te dis, bascule en mode bascule, il sera Day One Game Pass. Le Game Pass, c'est du cloud, c'est en train d'être sur les télés. Je pense que stratégiquement, de la part de Microsoft, à la traîne sur les ventes de consoles, c'est vrai. C'est une bonne façon de dire, on a autre chose à proposer. Après, pour revenir sur ce que disait Maxime, par rapport à la valeur des jeux, ce que je veux dire, c'est que c'est pas Halo qui arrive sur le PlayStation. Donc, je pense qu'encore aujourd'hui, même si les joueurs, il ne faut pas les prendre non plus pour des gens non, ils sont conscients de ce qui est en train de se passer, mais on n'est pas en train de leur arracher un énorme produit technique entre les mains. C'est un produit très communautaire, mais c'est pas un énorme produit technique. Personne n'a râlé dans la communauté Xbox en disant le jeu passe à la concurrence. C'est pour ça. Par contre, il faudra avoir la valeur d'un vrai gros jeu à mes yeux, et là, on en reparlera. Alors, pour conclure, un jeu qui était quand même en tête des précommandes sur le PlayStation Store il y a un mois, j'avais trouvé ça extraordinaire. Crossplay. Donc quelque part cross-save aussi, visiblement. Et tous les trophées que vous avez eus sur Xbox, eh bien, ils basculent, ils sont, convertis en trophées PlayStation. Donc, ils mettent toutes leurs chances de leur côté. Ils ont tout mis. Et il paraît, selon Digital Foundry, que le jeu serait un petit peu plus beau en plus sur PS5. Oh bah alors. Allez, tout le monde est content. Bon, fin de cette petite news. Donc c'est déjà disponible sur PS5 si vous voulez retourner, aller jouer avec vos potes sur Xbox et PC. C'est désormais possible. Messieurs, on passe au gros Allez, la première grosse partie de l'émission, Top Spin, 2K25. Donc je ne sais pas, on le francise jamais tellement c'est moche. Sur lequel vous avez passé quelques heures. Maxime, je sais, il frôle la première place mondiale. Il est haut au ranking, Il est haut au ranking. Très haut, c'est le retour 13 ans après Top Spin 4 de la franchise, référence de ces dernières années en tennis. Il n'y avait plus eu vraiment de jeu de tennis depuis. Pourquoi ? Alors, il y en a eu. Il y a eu des tentatives, effectivement, qui ont tout à peu près échoué, en tout cas en termes de ressenti et de jeu en lui-même, en termes de gameplay surtout. Effectivement, il y en a eu. Il y a eu Tennis World Tour, il y a eu Grand Chelem Tennis, il y a eu AO Tennis. Il y avait Tennis Elbow sur Steam qui était bien référencé. Oui, alors Tennis Elbow, c'est à part parce que c'est vraiment des jeux indés faits par une personne. Tu vois, ça part des fans pour exactement, les fans. Exactement. Est-ce qu'on peut le mettre dans la même catégorie que les gros jeux développés par des studios ? Déjà, rien que le nom, tu ne peux pas. Non, mais il aurait fallu qu'il Tennis Elbow et c'est le nom d'une maladie dans le tennis. Rien que le nom déjà te met sur la touche. Donc, il aurait fallu qu'il sorte le jeu, réellement, en dehors de Steam, en physique, etc. Oui, donc effectivement, il y a quand même eu des jeux, mais ils n'ont jamais été très concluants en termes de gameplay. Et celui-ci, eh bien, tout le monde l'attendait parce que Top Spin 4, c'est un jeu qui a marqué sa génération. On rappelle que c'était sur Xbox 360 et PS3. Il y a deux générations. Il n'y a pas vraiment eu de jeu digne de ce nom sur la génération précédente. C'était il y a 13 ans, donc on a attendu extrêmement longtemps, au point où on s'est dit qu'en fait, non, ça ne reviendra jamais. Mais pour répondre à ta question, oui, un jeu de tennis, malheureusement, ça coûte cher à faire. Ça coûte extrêmement cher à faire pour un éditeur parce qu'il faut se payer toutes les stars qui sont dans le jeu, des Federer, des Nadal. Bon, pour le coup, il n'y est pas, mais en tout cas, tous les grands sportifs, il faut les payer au cas par cas. Tu peux pas contrairement au basket ou au foot où tu peux acheter des packages par ligue où tu peux effectivement faire des économies d'échelle. Là, tu es vraiment obligé de dealer au cas par cas. Et au-delà des joueurs, il y a aussi évidemment tous les tournois, tous les cours, tous les sponsors aussi. Donc rien que en matière d'achat de licence et de tête d'affiche, il y a déjà un gros billet de plusieurs millions. Personne d'autre que Touquet pouvait le faire ? Non, et puis il y a un autre éditeur qui va venir, mais de ce niveau-là, avec cette ambition-là, parce que sur la modélisation, les gens qui jouent beaucoup à NBA 2K, il y a quand même la patte Touquet sur, comme tu l'as dit, sur la reconstitution des. Après, c'est pas le même studio. Là, c'est Hangar 13. Non, mais il y a la même. De ça, et c'est Visual Concept. Hangar 13, ils avaient fait aussi. Ils avaient fait un peu de Touquet, de NBA 2K. Alors, ce qui se passe, c'est que Hangar 13, donc c'est le studio qui fait les mafias. Sauf que c'est le studio qui a avalé Touquet Check, qui avait développé Top Spin 4. Donc, effectivement, on a les développeurs d'origine, en tout cas une partie, parce que beaucoup sont partis entre-temps, qui ont œuvré sur ce jeu, notamment Rémi Ercolani, qui est le game director et qui a bossé sur Top Spin 2, 3
et 4. Donc voilà, c'est pas, voilà, ils savent de quoi ils parlent. On le sent de toute façon, une fois que le jeu est sorti, on a récupéré le gameplay de Top Spin 4 avec des évolutions, des modifications. C'est tout ce qu'on demandait et c'est parfait. Maintenant, le jeu a ses défauts, c'est-à-dire qu'effectivement, tu parlais, est-ce que 2K était le seul à pouvoir faire ce genre de choses oui, en termes de business, c'est-à-dire en termes d'achat, il faut un gros éditeur pour acheter tout ça. Mais attention, il y a des lacunes en termes de modélisation des personnages. On se dit quand même aussi que 13 ans plus tard, on aurait bien aimé que, là on le voit pas, mais Pete Sampras ressemble à Pete Sampras, ce qui n'est pas le cas. On a vraiment l'impression que Pete Sampras, c'est une version qui a reçu un parpaing dans la tête, tu vois. C'est un gars lambda. Ouais, Maria Sharapova aussi, c'est une catastrophe en termes de modélisation. Non, Agassi réussit. Agassi réussit sur les deux. Agassi, c'est le meilleur modèle à mes yeux dans le jeu. Agassi réussit avec et sans cheveux. Oui, c'est vrai. Avec et sans cheveux. Avec et sans cheveux. Donc c'est un petit peu, tu vois, c'est un peu bancal, c'est-à-dire que parfois c'est bon, parfois c'est pas bon. C'était déjà le cas en fait sur Top Spin 4. C'est-à-dire que c'était pas, parfois c'était réussi et d'autres fois non. Mais encore une fois, c'est marrant, il y en a qui sont bien réussis, il y en a qu'on reconnaît. Serena Williams, alors on sait que Serena et Federer ont bénéficié d'un traitement plus, voilà. Mais elle, on reconnaît vraiment son attitude sur le court. Ils ont même les signatures moves, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils sont venus chez Hangar 13 pour faire tout ce qui est motion capture, donc on a vraiment leur mouvement à eux. Et donc ça aussi, ça se paye, ça coûte. C'est ce que j'allais dire, ça aussi, ça. Et quand tu as 25 personnes, et si tu dois payer 25 personnes pour faire ça, à mon avis, le budget, enfin ils sont hors budget, ça c'est sûr. Et puis un élément qu'il faut garder en compte, au-delà du fait que ça coûte très cher de faire un jeu de tennis, parce que les gens pensent que ça coûte pas cher parce que c'est pas forcément le sport numéro 1 dans le monde et le sport phare dans l'histoire du jeu vidéo, c'est que les Américains, on rappelle, 2K c'est quand même un marché, le marché de l'oncle Sam, et pendant très très longtemps le circuit américain, les joueurs américains ont drivé l'intérêt du public pour ce genre de jeu. C'est-à-dire qu'à l'époque où Top Spin et Virtua se tiraient la bourre, on avait un certain Andy Roddick qui était là, et mine de rien, t'as Andy Roddick dans ton roster et quelques légendes américaines, ça joue. Le truc, c'est que pendant très longtemps, t'as pas eu de jeunes talents ou de jeunes joueuses américaines pour driver le truc. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de joueurs, et c'est un peu l'argument que met en avant Hangar 13 et 2K, de dire voilà que c'est une nouvelle génération de joueurs, il y a à nouveau un intérêt pour le tennis, le classement n'est plus aussi figé, il y a une toute nouvelle dynamique. Mais après, faut pas être naïf. Le fait qu'il y ait quand même quelques têtes d'affiche américaines dans le jeu ou des joueurs et des joueuses à fort potentiel, ça aide énormément parce que ce marché-là drive énormément de choses. Si le jeu marche là-bas, ça va être beaucoup plus simple de pouvoir de le justifier pour une année suivante. L'Europe, on est là, on est des grands fans, mais c'est pas suffisant. On constitue pas de la manne financière, nous. On est un pourcentage très, très infime de ce que représente le jeu à l'international. Et il faut rappeler que Top Spin 4, quand il est sorti en son temps, c'est vendu. On voit comme image derrière nous pour ceux qui voient. C'est pas Top Spin le dernier, c'est le 4 justement, mais il était déjà très beau. Il est à 13 ans, faut quand même. Il avait aussi ses petites lacunes. Après, je crois que Sampras, c'est le même. C'est le même. Ouais, c'est vrai, il n'était pas terrible non plus. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Top Spin 4 s'est vendu à 1,2 million d'exemplaires. Durant toute sa carrière, toutes consoles confondues. Donc c'est un véritable flop. C'est un bid commercial. C'est ce que fait FIFA en un an en France. Exactement. C'est ce que fait FIFA en France. Après, le jeu de tennis, c'est peut-être un petit peu plus confidentiel que le... c'est moins facile d'approche que le jeu de foot. Ouais, mais Top Spin 3, Virtua Tennis, j'ai plus le volet en question, mais à un moment donné, ça jouait. On n'est pas sur les mêmes chiffres qu'un Call of Duty ou d'un FIFA. Et la preuve, NBA 2K en Europe fait pas ces chiffres-là non plus. Mais ça coûtait moins cher aussi de faire des jeux à l'époque. Mais oui, donc ils reviennent sur la pointe des pieds. Donc tu parlais de 2K, est-ce qu'ils étaient les seuls à avoir les moyens? C'est pas les seuls, parce que quand tu vois que Nacon, eux, ont réussi à avoir Nadal, Djokovic et Federer en tête d'affiche. On va en parler. Il y a un jeu concurrent qui arrive, qui est Tie Break. Alors, qui arrive pas, parce qu'en fait, il est en early access depuis le mois de janvier, complètement sous les radars, soyons honnêtes. Et ils ont profité, ça c'est logique, on ne va pas leur en vouloir, de la sortie de Top Spin pour se rappeler au bon souvenir de tout le monde en disant nous, on a le mec qui vous manque dans votre jeu. Et c'est Djokovic. Et ça, c'est une question. Nadal aussi. Ils ont Nadal aussi. Ils ont annoncé après qu'ils avaient Nadal. Il n'y a pas que Djoko qui manque. Il y a beaucoup de joueurs qui manquent. Mais il manque notamment le numéro 1 mondial dans Top Spin, qui se veut aussi être une référence du jeu de tennis. C'est un peu ennuyeux quand tu as la numéro 1 mondiale féminine, Swiatek, et que tu n'as pas son homologue masculin, qui en plus, on le sait, le tennis masculin est un peu plus porteur. Mais là, c'était bien joué de leur part. En revanche, est-ce que ce sera à niveau ?
Ils ont Alcaraz, Topspin, attention, ils ont Alcaraz qui est avec Djoko, ils sont en train non mais attends, on est d'accord. Oui. Mais alors, pour le grand public, tu sais, Djokovic, il est dans un seul des deux jeux. Ça me rappelle un peu, tu sais, la bagarre PES FIFA à l'époque, où PES avait le meilleur gameplay et pas les licences. Ça me rappelle exactement la même chose. Tie-break n'est pas encore sorti, alors il est en early access. J'ai pu y jouer un petit peu. Le gameplay n'est pas là. Il va falloir améliorer. Il va falloir améliorer pas mal de choses. Le studio, c'est Big Hand Studio. C'est pas leur premier jeu de tennis. Ceux qui ont fait AO Tennis notamment. Oui. Ils ont fait aussi Tennis World Tour numéro 2. Ouais. C'est un studio qui a été racheté par Nacon, donc à hauteur de 35 millions de dollars ou d'euros, je sais plus exactement, il y a quelques mois. Donc il y a des ambitions. Nacon a des ambitions. Nacon sait qu'effectivement, ils peuvent jouer sur les licences, sur le Big Four. Le soutien de la WTA et de l'ATP, déjà rien que ça. Et à la question de savoir mais comment un éditeur comme Nacon peut avoir tout le monde, faut pas oublier que c'est un jeu officiel de l'ATP. Oui, voilà. Eux, donc, ils sont éditeurs surtout. Je me mouille un petit peu. Je pense que les dépenses ont été partagées. Oui. Ah, mais c'est sûr, mais c'est certain. C'est pour ça qu'ils ont tout le monde. Donc après, ça joue sur ça aussi. Encore une fois, on parlait d'exclus avec Microsoft. Là, c'est pareil. Là, ils ont communiqué sur le fait que Djoko est sur la jaquette. Après, attention, Topspin, ils ont Federer. Federer, c'est quand même le GOAT all-time du tennis. Non, ils ont Steffi Graf, ils ont les légendes. Alors aussi, il est de l'autre côté, mais ils l'ont pas mis en avant de l'autre côté. Après, il y a un positionnement très simple dont on parle peu autour de Topspin et Tie-break. Et c'est vrai que c'est ma commu qui m'en a parlé récemment. C'est le prix. C'est-à-dire que je crois que Tennis World Tour n'était pas excessivement cher à sa sortie. Topspin s'est positionné comme un jeu qui était déjà là depuis un petit moment, tu vois. Avec plus de 3 éditions. Alors, on n'est pas là pour faire le débat du prix des jeux vidéo aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça en a choqué certains en se disant, pour un retour après 13 ans, bon, si le jeu avait été à 50, 60 euros non, il a 80 balles. Pour l'édition standard, c'était... Oui, mais c'est un positionnement. Tu peux le trouver à ce prix-là. Tu peux le trouver à ce prix-là. Il y a les versions effectivement de luxe et Grand Chelem qui sont à 100 et 120 euros. Ça vient du délire. Voilà. On va pas se mentir, ça vient du délire à 120 euros. Mais c'est un positionnement en fait. C'est-à-dire que Topspin revient en bombant le torse, et ils ont raison, en disant on est une grosse licence. Et on revient comme une grosse licence. Ce qui est pour moi est un défi, parce qu'après autant d'années d'absence... faut tenir le choc. Faut tenir le choc. Là où Tie-break peut-être va se positionner, c'est au-delà d'être le jeu officiel de l'ATP et d'avoir le numéro 1 mondial dans son roster immédiat tout de suite, ce que Topspin aura peut-être ou n'aura pas d'ailleurs, wait and see, c'est le prix. Oui. Ouais. Ou après, il y a d'autres. Après, j'avoue que pour plaider la cause de Topspin, si tu veux aller au-delà du match en solo ou en double, tu as le mode carrière, tu as d'autres choses. Là, tu auras le droit, dans Tie-break, tu auras le droit de revivre les meilleurs moments de la carrière de Djoko. Si tu n'es pas fan de Djoko, tu t'en moques aussi. Moi, c'est ce qui manque en fait. C'est pas trop mal ça en fait. Ça, c'est pas mal du tout en fait. Moi, c'est marrant. Tie-break, ils ont bien joué leur coup. C'est-à-dire que revivre les moments de la carrière de Djoko, moi, je trouve que c'est vraiment bien. Après, maintenant, est-ce qu'ils vont le scénariser comme ils le font dans NBA 2K ? C'est encore un autre problème. Le jeu n'est pas sorti, on ne sait pas. Mais c'est ce qui manque en fait à Topspin. C'est un véritable mode carrière qui, je trouve, beaucoup trop logé. On est sur à peu près la même structure de Topspin 4 où tu enchaînes les matchs, il n'y a pas de mise en scène. Tu gères la fatigue de ton joueur. Oui, mais voilà, ton joueur, t'es dans la gestion. C'est très léger. Il n'y a pas d'affect en fait. Tu t'attaches pas à ton avatar. C'est vrai que 13 ans plus tard, on aurait voulu que ça soit qui revienne effectivement avec beaucoup plus d'ampleur. Encore une fois, je pense qu'il y a eu la problématique du budget qui fait que ça les a empêchés de faire ça. C'est pour ça qu'il y a la monnaie virtuelle dedans, encore et toujours. Et il y a un autre problème que j'aimerais évoquer, parce que sinon on va me reprocher de pas le faire. Je sais exactement parce qu'on est d'accord là-dessus. Il y a un problème sur ces jeux-là, mais qui devient un problème courant, c'est la connexion obligatoire. C'est ça. Ça, on devient. Mais ça devient un problème récurrent de tous les jeux aussi. C'est pour ça que moi, ça me dérange. Mais les serveurs, là, ont été en rate quand même au lancement. Ça me dérange le fait que ton mode carrière soit pas scénarisé, parce qu'on parle de 2K qui scénarise tout. Mais oui. Dans NBA 2K, il y a toujours. Quand le mode carrière n'est pas scénarisé, c'est déjà moins 4, moins 5 sur la note. Et il n'est pas hors ligne. Et il est pas hors ligne. Et ça, pour moi, en revanche, moi qui aime bien les modes un peu histoire, ça me saoule. Alors, évidemment, quand on est chez soi, ça tourne en fond, on se dit, on s'en fout. Mais non, quoi, en fait. Donc après, ça, c'est le problème quand même. Je suis pas forcément le bon client. C'est-à-dire que moi, effectivement, quand j'ai testé le jeu, j'ai fait le mode ma carrière. Je suis allé très très vite, j'ai tracé pour effectivement aller le plus loin et voir à peu près l'amplitude. Maintenant, moi, je passe mon temps en ligne à jouer contre des gens. C'est ce qui me mais voilà, donc toi, tu le sais que c'était connecté de toute façon. Et donc oui, effectivement, aujourd'hui, ça fait partie de la problématique du jeu vidéo de manière général, les jeux de sport, NBA 2K, ça fait 7 ans que effectivement tu dois être connecté pour pouvoir profiter de tous les éléments en fait du jeu. Il faut en parler, c'est sûr, il faut en parler. Maintenant, comment on fait bouger les choses, comment les gens peuvent se rebeller contre ça, est-ce que certains l'acceptent ou pas ? C'est un business model qui est repris des jeux mobiles, on va pas se leurrer, qu'ils essayent d'intégrer maintenant sur les jeux sur console.
Bon, bah, je pense que c'est aux joueurs, c'est aux joueurs de manière choisir. générale, les joueurs au pluriel. Après, vous pouvez jouer en local avec vos potes. Hein. Ouais, mais en fait, de se manifester. Ouais. Le retour en arrière, c'est un peu comme cette vieille bagarre du oh mon Dieu, le multi c'est en ligne, il n'y a pas de local, c'est scandaleux. Il y a encore plein de jeux qui n'ont pas de multi local. Bah, là, il y en a. Oui, là, il y en a, vous pouvez. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la seule façon efficace de faire quelque chose, c'est de ne pas acheter le jeu, mais comme le jeu va être acheté, fin du débat, en fait. Tu vois. Voilà. Non, est-ce que le jeu va être acheté ? Je ne sais pas, on ne sait pas, en fait. Non, mais au global, je pense que le débat au global. Après, ça dépend comment vous allez voir le jeu. Si vous voulez un jeu de tennis avec le meilleur gameplay qui existe sur le marché, c'est Top Spin. 2K25, point barre. Est-ce qu'il ne sort pas quelques semaines trop tôt ? C'est Roland qui arrive. Ils vont refaire une méga com. Ils vont refaire une méga com pour Roland Garros. Non, parce que je pense qu'ils ont prévu leur truc. Déjà, il y a un season pass. Il manque des mecs. J'ai peine à croire que Nadal n'arrive pas. Et Nadal, il arrivera dans l'extension Roland Garros Edition. Avec tout. Alors là, tu veux le palmarès, tu veux jouer Djoko sur tie-break, tu joueras les 25 victoires à Roland Garros de Nadal. Mais ça, j'y crois. Il sort pas trop tôt. C'est-à-dire qu'ils ont prévu en fait de faire durer au moins ce Top Spin sur une année, avec suffisamment de contenu pour te dire regarde, on a pas mal de choses à te proposer une fois que le jeu est sorti. Et effectivement, il va y avoir des mises à jour du roster. Les joueurs pros vont arriver et ils seront tous gratuits. Et je pense qu'ils vont aussi rajouter d'autres modes de jeu. Ouais. J'en ai pas la certitude. Rajouter un éditeur de perso en dehors de 3 sponsors. Voilà. C'est un max de sponsors aussi, hein, parce qu'on parlait du coût, je pense que les sponsors. Donc oui, on a l'impression qu'il sort un petit peu amputé de pas mal de choses, et ce qui est vrai. Mais l'idée, c'est de le faire perdurer sur une année, voir comment le public va être réceptif. Je rappelle encore une fois, Top Spin 4 a été un bid. Donc déjà, voir la licence revenir. Après un tel échec commercial, c'est déjà un miracle. Maintenant, on sait qu'aujourd'hui, que ce soit Top Seed ou n'importe quel autre jeu, c'est la longévité du jeu. Ça me rappelle aussi, tu sais, les jeux de baston. Ça me rappelle. Un jeu de tennis, pour moi, je l'assimile aussi à un jeu de baston en termes de. Avec la dynamique. Avec la dynamique, même entre les joueurs, hein, tu vois, il y a l'espèce de mind game, l'espèce de, tu vois, de mise en situation des joueurs. Et puis, on le voit aussi, ils vont rajouter des personnages, ils vont rajouter des modes, ils vont rajouter ça. Donc, il sort pas trop tôt. Il devait de toute façon profiter de l'effervescence de Roland Garros, ça c'est sûr, c'est le meilleur move possible en termes de marketing. Et derrière, il doit faire durer le jeu. Parce que si te sort tout d'un coup. Et après, derrière, il n'y a plus rien. C'est un business model. Après, bon, écoute. Je voudrais quand même vous montrer, à ceux qui regardent les images, et à vous, messieurs, de quoi on part. C'était Final Match Tennis. Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Oui, ça fait très longtemps. C'était il y a plus de 20 ans. Ouais. C'était pas le premier, hein, mais on part de là. La simulation, ça marche quand même. Regardez comment ça avait l'air génial à l'époque. Les effets, mon Dieu. C'était génial. Il y avait aussi Jimmy Connors Tennis qui était absolument fantastique sur Super Nintendo. Et je vais même te rappeler que le premier jeu vidéo, c'était Pong. C'était Pong, c'est un jeu, ce que j'allais dire. C'était un jeu de tennis. Donc le tennis, en fait, le tennis existe depuis la nuit des temps. Clair. En jeu vidéo. Mais là, on vient d'avoir 13 ans. Alors, ok, on avait Mario 64 Tennis, et on a eu des choses comme ça, et des Super Mario là, qui sont venus. J'ai plus de 1000 heures, je crois, sur Smash Court Tennis. Avec le Smash trop beau, la balle qui s'est multipliée par dizaines. Regarde ça. Est-ce que vous êtes plus Mario 64 Tennis ? Mario Tennis 64, pardon. Non, moi j'ai toujours été très. Il en faut pour tout le monde. Il en faut absolument pour tout le monde, bien sûr, parce que je sais moi j'ai beaucoup de gens dans les réponses soit sur mes vidéos YouTube, soit sur le site ou soit sur les réseaux sociaux, qui préfèrent Virtua Tennis par exemple. Tu vois, ils préfèrent un gameplay plus arcade, plus simple d'accès. Ils préfèrent les glissades de mon fils. C'est sûr que moi j'aimais bien Virtua Tennis. Ça avait l'air plus simple. C'est pas la même guerre. C'est pas la même guerre. En fait, c'est-à-dire que Top Spin, si t'as pas un sens du si t'es pas précis, t'es puni. La jauge ajoutée voilà. là, franchement, c'est à prendre en main, c'est pas le plus facile. Mais comme tous les jeux 2K, NBA 2K, au final, c'est cool, la NBA, le basket, c'est sympa. Mais si t'as pas une notion un petit peu du sport, c'est un peu au fur et à mesure, le niveau d'entrée, le niveau d'accès à ce jeu-là devient de plus en plus compliqué. Dernière question pour finir, parce qu'on arrive au bout de cette émission. Est-ce que c'est pas un jeu justement un peu trop difficile pour des gens qui n'ont jamais joué à des jeux de tennis? Non, justement, j'allais rebondir sur ce qu'il dit. Tu vois, autant NBA 2K, il y a tellement de choses différentes dans la gestion effectivement du gameplay, où là, effectivement, ça peut devenir très rédhibitoire pour le novice. Autant, je trouve que sur Top Spin, effectivement, il y a 3 piliers qui sont le timing, le placement du joueur et la puissance que tu vas donner à la balle. Une fois que tu as compris ces 3 piliers,
ces 3 fondamentaux, tu as une marge de progression qui est énorme. Et donc, si jamais tu t'investis, c'est beaucoup plus facile d'accès qu'un NBA 2K où là, c'est. Enfin, tu vois. NBA 2K, c'est devenu très dur. Très la jauge de timing peut prendre un peu de temps pour certains. Mais après, sinon, ça dépend du type de joueur que tu veux être sur Top Spin. Si tu veux juste t'amuser avec tes potes, tu vas pas tryhard le mode Top Spin Academy et tu vas jouer tranquillement. Si tu veux vraiment être fort et jouer le ranking, bah là, oui, en effet, ça va demander un petit peu d'entraînement. Ouais. Voilà, le mot de la fin pour Nanix. De toute façon, vous pourrez aller les retrouver tous les deux. Ils n'arrêtent pas de jouer à Top Spin. Pour rappel, donc Top Spin, c'est disponible sur toutes les consoles et sur PC. Désormais, merci messieurs. C'est fini, on n'a pas pu parler de Star Wars. Non, on n'a même pas eu le temps. On sera obligé de reparler de Star Wars Outlaws. On sait qui était à la fin de l'émission, mais on a trop parlé tennis. Le problème, c'était aussi long qu'un match à Roland-Garros. Merci à vous d'être venus. Merci pour l'invitation. Merci. Tu vas pouvoir reprendre tes entraînements intensifs. Le soir. Je suis connecté tous les soirs. Voilà. Et à retrouver. Et quand ça fonctionne. Tout ça à retrouver sur jeuxactu.com. Nanix, oui. C'est reparti aussi pour l'entraînement, ouais. Et t'as plein d'autres jeux. Bah lui il est trop fort, donc moi je fais partie du tier 2. Voilà. Voilà. Je joue après lui, moi. Bon, bah merci en tout cas, messieurs. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir regardé cette émission. Vous pouvez nous retrouver en podcast partout, en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, en replay aussi sur YouTube et sur le site Tech & Co. Et bien voilà, on parlera de Star Wars une prochaine fois, faudra revenir, mais on a plein d'autres sujets pour les prochaines émissions. Échauffez-vous bien, entraînez-vous et allez taper des balles tout le week-end. À très vite.